Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview en cette journée de joyeuse entrée du couple royal à Bruxelles. Alors notre invité aujourd'hui est François-Xavier Dedonnéa, ministre d'État et député fédéral. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes aussi un ancien bourgmestre de la ville de Bruxelles, celui qui a marié Philippe et Mathilde. Alors c'était un moment important dans votre carrière ? Ben oui, c'était un moment important et surtout c'était la première fois qu'un prince héritier ou un souverain se mariait en dehors du palais de Bruxelles. Tous les prédécesseurs du prince Philippe, en ce compris le roi Baudouin, qui lui était déjà roi, s'étaient mariés dans la salle du trône du palais de Bruxelles. Et lorsque j'ai appris les fiançailles du prince Philippe avec la princesse Mathilde, je me suis dit qu'à la fin du XXe siècle, il était important qu'ils se marient démocratiquement à l'hôtel de ville de Bruxelles. J'ai tout de suite contacté le palais et le palais a tout de suite dit oui, c'est une bonne idée. Nous sommes d'accord, le mariage aura lieu au palais de Bruxelles. Et alors nous avons bien sûr entamé les préparatifs qui ont été quand même assez complexes parce que sur le plan protocolaire, ce n'est pas évident à organiser. C'est la première fois aussi que la ville de Bruxelles organisait ça. Donc c'est mon chef de cabinet, le général Paling, qui a consacré énormément de temps aux aspects logistiques, aux aspects organisationnels et protocolaires. Bien sûr, je suis supervisé tout ça de très près aussi. Et donc, j'ai quand même été soulagé à la fin du mariage que tout se soit impeccablement passé, qu'il n'y ait eu aucun incident. Et c'était une grande satisfaction. Et quel souvenir fort vous gardez de ce jour-là ? Mais le souvenir le plus fort, c'est la larme que la reine Mathilde a écrasée lorsque j'ai remis le carnet de mariage au prince Philippe. Et ça, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est cette émotion de la future reine au moment où j'ai remis le carnet de mariage. On parle beaucoup d'elle comme un pilier auprès du prince Philippe pour assumer cette fonction. Est-ce que vous avez cette impression-là ? Est-ce que vous pressentiez ça à l'époque ? Oui, je pressentais ça à l'époque parce que l'on voyait tout de suite que c'était quand même une assez forte personnalité. C'est aussi une personne qui a du charisme. Et donc, on pouvait en effet, déjà à l'époque, on se doutait ou on pensait que le prince Philippe avait fait un excellent choix. Que ce serait un bon soutien pour lui. Ce serait un bon soutien pour lui et aussi que ce serait très excellent pour l'image du futur couple royal et pour l'image de la monarchie belge en général. Alors, le prince est devenu roi depuis l'été. Quel regard est-ce que vous portez sur lui ? Mais je pense qu'il a fait un parcours sans faute. On a souvent dit, on s'est posé des questions, est-il vraiment prêt, etc. Je trouve qu'il a fait un parcours sans faute et je trouve aussi qu'il est très décontracté depuis qu'il a donc été intronisé. Je pense qu'il gère les choses bien, qu'il les gère aussi de façon beaucoup plus relaxe, parce que c'est vrai, je pense que le prince Philippe, ou le roi Philippe aujourd'hui, a un fond de timidité, et parfois ça pouvait, en tout cas avant qu'il ne soit roi, donner l'impression qu'il était un peu raide. Mais je crois que le fait qu'il ait assumé la fonction l'a décontracté et qu'aujourd'hui, il fait les choses avec beaucoup d'aisance et de façon tout à fait impeccable. Vous étiez de ceux qui avaient un petit doute sur sa carrure, sa capacité à faire face à la fonction ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai toujours pensé qu'il allait grandir et que grandir dans son rôle de prince héritier et qu'il allait aussi grandir dans la fonction. Vous savez, la fonction fait aussi un peu l'homme, donc le fait d'occuper une fonction vous transforme également malgré tout. Ce n'est évidemment pas le seul facteur déterminant de votre évolution, mais le fait d'assumer une certaine fonction vous change quand même, et vous change en général en bien lorsque ce sont des fonctions aussi importantes. Alors aujourd'hui, c'est la joyeuse entrée à la ville de Bruxelles. C'est inhabituel de faire une joyeuse entrée dans la ville où on habite. Ce souhait royal, il vous a étonné ? Non, je trouve ça normal parce que Bruxelles est une région, c'est une région à part entière, quoi qu'on en dise parfois. Et donc, il était normal qu'en dehors des provinces, le roi et la reine fassent également leur joyeuse entrée dans la seule région qui ne comprend pas de province et qui ne fait pas partie d'une province, la capitale. Donc je crois qu'effectivement, on imagine mal une joyeuse entrée partout, sauf dans la capitale du pays. Ça aurait été très, très surprenant et ça aurait été, je pense, une maladresse de ne pas le faire. Le fait qu'ils aient commencé leur visite par le Parlement bruxellois, c'est un symbole important ? Très important, parce que je pense que la région doit se renforcer de plus en plus. Je pense qu'il est très important que la région bruxelloise évolue dans le sens dans lequel ont évolué des grandes villes comme Paris, comme Vienne, comme Berlin,
où finalement il y a un gouvernement central fort, avec bien sûr une décentralisation vers des districts ou vers des mairies d'arrondissement comme à Paris. Mais je pense que Bruxelles doit évoluer, que c'est la région qui doit devenir le véritable pouvoir politique dans la région bruxelloise, les communes ayant encore des rôles importants à jouer, mais c'est à la région d'assumer le leadership politique. Et donc il était tout à fait logique et très symbolique que le roi et la reine commencent leur joyeuse entrée par le Parlement bruxellois. Il faut y voir un message politique ? Moi, je pense qu'il faut y voir un message politique. En tout cas, moi, j'y vois un message politique et je l'interprète en lui donnant un message politique. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que le couple royal retienne de cette visite à Bruxelles ? La chaleur de l'accueil. Je crois que les Bruxellois sont des gens chaleureux et j'espère qu'ils vont retenir qu'ils ont été chaleureusement accueillis, et en tout cas tout aussi bien que dans les autres provinces où ils ont déjà été. Le bourgmestre actuel va présenter Néo, ou est en train de le présenter pendant qu'on fait cette interview. Vous, il y a un dossier comme ça que vous auriez valorisé sur Bruxelles ? Mais moi, j'aurais parlé du problème de l'emploi des jeunes. Je pense que le grand défi aujourd'hui pour Bruxelles, c'est le chômage des jeunes. Et je crois que plutôt que de parler de projets urbanistiques, on aurait mieux fait de parler des gens. Et le principal problème pour des gens aujourd'hui à Bruxelles, c'est cet énorme chômage des jeunes, 31%, 32% des jeunes qui sont au chômage. C'est explosif, c'est dramatique sur le plan humain, c'est dramatique sur le plan économique. Et c'est de ça qu'on aurait, je pense, peut-être dû parler. Il faut conscientiser le couple royal à cette problématique. Je pense qu'il est déjà conscientisé à ça, mais je pense que c'eût été peut-être plus intéressant de parler de ça plutôt que de projets urbanistiques qui ont leur valeur. Moi, je ne dis pas que Néo n'a pas de valeur, je connais mal le projet, mais je pense que le problème crucial aujourd'hui pour la plupart des grandes agglomérations en Europe, c'est le chômage des jeunes. Et c'est une bombe à retardement. Est-ce que vous voyez une évolution dans le rôle du roi ? Je pense que le roi va garder en Belgique, il doit garder en Belgique le rôle d'intermédiaire, le rôle de liant lors de la formation des gouvernements. Je pense que c'est le rôle essentiel du roi, indépendamment du fait qu'il est le symbole de la nation, c'est lors des crises gouvernementales d'aider à former un gouvernement. Et seul un roi dans un pays comme la Belgique peut faire cela. Je crois que c'est illusoire de croire qu'un président d'assemblée pourrait jouer ce rôle-là, parce que ce n'est qu'au roi que les gens se confient à fond. Et c'est la seule personne à qui on est prêt à donner le fond de sa pensée. Et le roi ne dit jamais aux autres ce que les uns et les autres lui ont dit. Donc il peut faire la synthèse d'informations tout à fait fondamentales, et sur base de cette synthèse, il peut faire prendre la mayonnaise, comme on dit, d'une formation de gouvernement. Donc ça, c'est à maintenir. C'est à maintenir. Et dans un pays comme la Belgique, c'est indispensable. Je pense que ce ne serait pas essentiel en France, ce n'est pas essentiel en Angleterre, parce qu'ils ont d'autres compositions des partis, des forces politiques, d'autres systèmes électoraux, mais avec notre système électoral, nos trois communautés, le fractionnement des partis politiques, il est essentiel qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire la synthèse des différents points de vue, des différents partis, et jouer l'intermédiaire, jouer le go-between, comme on dit en anglais, pour faire prendre la mayonnaise de la formation gouvernementale. Alors on a revu le système des dotations royales, c'était une bonne chose ? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le populisme. Je pense qu'il y avait manifestement certaines adaptations qui devaient se faire. Elles ont été faites. Je ne vais pas m'épancher là-dessus. Mais je pense qu'il faut aussi éviter de tomber dans un populisme extrême. Et finalement, il y a des gens qui voudraient que la famille royale, que les hommes politiques travaillent pour rien. Je crois qu'il faut être réaliste. Il faut que les gens aient quand même une rémunération équitable qui leur permette de fonctionner en toute indépendance et en toute sérénité. Alors la NVA a parlé du roi, justement, on voulait limiter son rôle à un travail protocolaire, simplement, un rôle protocolaire. Vous avez entendu, ça n'est pas votre vision des choses. La NVA avait aussi obligé les Bruxellois à choisir entre la Wallonie et la Flandre. Votre position ? C'est tout à fait absurde, évidemment. On ne peut absolument pas créer de sous-nationalité à Bruxelles. D'ailleurs, comment voulez-vous 50% des Bruxellois ont une origine étrangère. Comment voulez-vous qu'ils choisissent pour la Flandre ou la Wallonie ? Ils ne se sentent ni wallons ni flamands, ils se sentent bruxellois. Il y a une identité bruxelloise de plus en plus forte. D'ailleurs, les Bruxellois flamands se sentent de plus en plus bruxellois, se sentent de plus en plus appartenir à cette identité. Et donc ce choix est tout à fait ridicule, entraînerait d'ailleurs des surenchères, des bagarres. Donc c'est vraiment absurde. C'est probablement une des choses les plus absurdes de la proposition de la NVA. Il y a eu des échos comme ça à la Chambre. Vous sentez qu'il y a eu beaucoup de réactions, tous partis confondus, y compris chez les néerlandophones ? Mais tous les partis trouvent que ces propositions de la NVA vont
sont outrancières et surtout celles qui obligeraient les Bruxellois à choisir. Ce serait absurde. Donc je crois qu'il n'y a aucun parti qui a souscrit actuellement, en dehors peut-être du Vlaams-Belang, il n'y a aucun parti qui a souscrit à ces outrances de la NVA. Et je crois que la NVA s'est tirée dans le pied avec ce programme. Je pense qu'ils vont le payer. Parce que tout ce qui est outrancier est insignifiant, comme on dit, et je pense qu'ils viennent avec des propositions dont même les gens les moins conscientisés sur le plan politique sentent que c'est totalement irréaliste et que c'est impraticable. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous tout de suite à 13h30 pour la reprise de notre direct sur la joyeuse entrée du roi et de la reine. Bel après-midi.